Europe 1, il est 8h36, la revue de presse. Et c'est l'heure de retrouver Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, l'heure du changement a sonné. L'Espagne change de roi, oui, Le Figaro, les défis du nouveau roi Felipe. Libération, Juan Carlos abdique, 3 points de suspension. Mais la suite des points de suspension est en dessous. Réforme pénale, 3 points de suspension. Taubira aussi. Mais ce qui occupe les unes ce matin, c'est plutôt la réforme territoriale. La Provence, François Hollande, prof de géo, l'écho de la Haute-Vienne, 14 régions et la vie du peuple. Enfin, ce dessin de CAQ en une de l'opinion, François Hollande en scooter, perplexe devant un panneau « Bienvenue en Normandie ». Mais ce n'est pas ce que j'ai sur ma carte. Le titre à côté, région, Hollande divise la France. Et alors cette carte de France nouvelle version, on la trouve absolument partout, Natacha. Oui, alors il y a bien sûr la tribune de François Hollande dans 14 de vos quotidiens régionaux, du Parisien à la Provence, en passant par Ouest France ou la Dépêche du Midi. Mais il faut lire surtout les commentaires des éditorialistes pour comprendre le degré de méfiance. Sur la méthode d'abord. Rarement projet aussi majeur aura été préparé de manière aussi improvisée, comme mente Michel Urvoy dans Ouest France. François Hollande veut passer de 22 à 14 régions, soit, mais elles ne sont ni plus petites ni moins peuplées que nombre de régions européennes. Elles sont en revanche 10 fois plus faibles en moyens budgétaires et en compétences. 2 pauvres n'ont jamais fait un riche. Sur les arrière-pensées ensuite, le découpage régional, souligne Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, porte en filigrane un enjeu essentiel qui, en uniformisant l'architecture politico-administrative autour de jumbo-régions à l'échelle du continent, signe la fin de l'État-nation. C'est un débat essentiel qui va s'ouvrir. L'éditorialiste débusque même comme ressort secret de l'Élysée la possibilité, dit-il, de modifier la topographie politique nationale à partir des majorités d'idées qui vont s'esquisser. C'est sans doute pourquoi Jean-Michel Servan, dans le Midi Libre, plaide pour un référendum. Une option choisie justement il y a 45 ans par le général de Gaulle sur la régionalisation. Si la décision de François Hollande reste encore secrète, conclut-il, on connaît en revanche le résultat du scrutin de 1969 et la conclusion qu'en tira alors l'illustre président. Oui, on sent comme une incitation à prendre exemple sur le claquage de porte gaulien. Des élections, il y en a une aujourd'hui en Syrie, élection avec beaucoup de guillemets, Natacha. Oui, a priori, nous attendrons tout de même 2017 pour la prochaine présidentielle, mais en Syrie, c'est pour aujourd'hui et Libération consacre une page aux noces funèbres de la démocratie. Alaa Kodmani décrit les craintes de ceux qui voudraient échapper à l'obligation d'aller voter. Le résultat, lui, on le connaît déjà, environ 95% à prévoir pour Bachar el-Assad. Le reste pour ses 2 concurrents fantoches. Mais le papier à lire ce matin est celui de Renaud Girard dans Le Figaro. Y aurait-il quelque chose qui cloche dans le logiciel de la politique étrangère de la France, s'interroge le grand reporter. Le Quai d'Orsay, rappelle-t-il, a envoyé un télégramme de félicitations au maréchal al-Sisi après la présidentielle égyptienne et c'est 97%. Mais le Syrien Bachar el-Assad n'aura pas droit à son télégramme car il est devenu notre ennemi. Pourtant, nous considérons comme un ennemi Médine Mouche, parti combattre le dictateur syrien avant de revenir en Europe frapper des innocents. Combien de temps et d'attentats supplémentaires faudra-t-il, se demande Renaud Girard, pour comprendre que la France a un ennemi principal, l'islamisme. Il rappelle que c'est au moment où le Londonistan se radicalisait que Tony Blair avait choisi d'attaquer en Irak un dictateur laïque. L'attentat du 7 juillet 2005, avec ses 56 morts et 700 blessés, lui avait appris que le danger venait pourtant d'islamistes élevés en Angleterre. Tout à fait autre chose. Non, nous ne sommes pas tous égaux face à l'impôt, Natacha. Oui, ça c'est une pleine page des Échos qui nous rappelle que pendant que le gouvernement cherche à économiser en réduisant le millefeuille territorial, eh bien ceux qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, ont payé 37 millions d'impôts sur les sociétés en 2011 pour 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 37 millions, 8 milliards. Oui. Les fonds cachés dans les paradis fiscaux, ils sont si douillettement installés qu'Apple préfère emprunter sur les marchés pour servir ses actionnaires en dividendes plutôt que de toucher à ses 100 milliards d'euros aux Bermudes. L'article détaille les pistes pour lutter contre ces pratiques. Mais il conclut sur le fait que Netflix, pourtant courtisé par l'Élysée pour s'installer en France, a préféré finalement le Luxembourg. Alors on a un gros doute. Cosette nous propose un très joli portrait aujourd'hui. Oui, Cosette nous raconte la vie de cette femme devenue sourde et aveugle à l'âge de 19 mois, Hélène Keller, très célèbre, et qui, grâce à l'intelligence et la ténacité d'une étudiante en médecine, est sortie de son silence. Alors tout le monde connaît le parcours de conférencière et d'écrivain d'Hélène Keller, mais curieusement, tout le monde a oublié son livre de 1911, Les causes sociales de la cécité, dans lequel elle dénonçait la cupidité des employeurs, les conditions de travail des ouvriers. En fait, Hélène Keller fut une militante socialiste acharnée au combat multiples.
Des erreurs qui jaillissent des limites manifestes de son développement, avait déclaré d'ailleurs un journaliste. On termine avec le Parisien qui a glissé, chers auditeurs, une petite caméra chez vous au réveil ce matin. Mais oui, le Parisien rend compte d'une étude sur nos matins. On y apprend que les Parisiens donc se lèvent en moyenne vers 6h50. En fait, c'est pour ne pas rater Michel Grossior. Évidemment, ni le docteur Lemoine à 7h-5. Exactement. Et donc, seuls les moscovites se lèvent plus tard. Mais nous sommes les plus rapides. 1h14 pour se préparer, dont 12 minutes de petit déjeuner. Et un petit bisou pour son partenaire, pour seulement 30% des Parisiens. Alors qu'en Inde, on se lève vers 6h, on médite et on part travailler à 11h. Pas mal. Mais ce qui manque aux Indiens, en fait, c'est l'opinion qui nous l'apprend. Nous avons un Premier ministre qui s'occupe de nos réveils matinaux en occupant les ondes des radios généralistes. 4 invitations en 2 mois. Il était venu ici, on s'en souvient. Et l'article est titré « Manuel Valls, l'ami du petit déjeuner ». Et l'article précise que sa cote de popularité est passée sous les 50%. Visiblement, il n'aide pas à digérer le café, Et on ne Manuel sait pas Valls. s'il vient avec son pain et ses croissants, comme dirait l'autre. Merci Natacha Polony. La revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1.